Bonjour à toutes et tous. J'ai en effet suivi ce webinaire euh, pardon, dans son intégralité et avec passion parce que l'ensemble des exposés qui nous ont été présentés sont à la fois très riches et j'ai trouvé d'une très grande pédagogie. Donc je voulais déjà en féliciter l'ensemble des intervenants, l'ensemble des contributeurs, parce que vraiment nous avons passé un moment absolument passionnant et riche d'enseignements. Pardon. Je voulais également remercier très chaleureusement tous les acteurs qui sont impliqués dans cette grande aventure qui ne fait que commencer, on vient de l'évoquer à l'instant, qu'ils soient acteurs de la recherche, de l'enseignement supérieur ou technique, de la gestion, du développement ainsi que les financeurs de ce projet. Je pense vraiment que face à ce défi qui va occuper non seulement les propriétaires, les gestionnaires, les forestiers, mais les acteurs et surtout la société tout entière pendant de nombreuses années, nous pouvons nous réjouir d'avoir su collectivement mettre en place un dispositif multipartenarial qui soit aussi puissant, nous en avons eu quelques illustrations, et exemplaire. Parce que ce n'est pas seulement un défi biologique, écologique ou sylvicole auquel nous sommes confrontés, c'est véritablement un changement dans nos modalités de réflexion et de prise de décision que nous devons engager et finalement une évolution culturelle profonde. Et toutes ces démarches solides, partagées, cette aventure à la fois scientifique et humaine, vont nous aider à collectivement avancer. Alors, j'en retiens quelques points qui m'ont particulièrement marqué, sans entrer dans le détail des présentations, enfin des informations que j'ai pu noter et des questions qui sont posées, mais je voulais souligner plusieurs choses. D'abord, la recherche systématique du consensus entre acteurs, je pense que c'est vraiment à saluer, c'est une grande force. L'effort également qui a été consacré à élaborer des méthodologies reproductibles et transférables à d'autres contextes. Nous travaillons vraiment pour aujourd'hui et pour demain. Les démarches de précaution qui nous ont été présentées, qui reposent sur une évaluation des bénéfices et des risques objective et du coup qui permet de déboucher sur des choix parfaitement transparents. Une originalité aussi qui réside dans l'implication de tous en fonction de ses compétences, de ses savoir-faire, dans une démarche collaborative et même, comme l'a souligné Brigitte Muche, participative, avec l'emboîtement des niveaux d'expérimentation et la contribution des essais en conditions contrôlées. Le lien également avec les professionnels et l'étranger, peut-être demain un peu plus qu'il ne l'est actuellement, concernant les unités génétiques à explorer et leur approvisionnement. L'évolution permanente des espèces dans leur milieu naturel pour se maintenir et les processus par lesquels les îlots d'avenir vont permettre d'accélérer et d'amplifier ce phénomène. Et enfin, demain, voilà, la prospective, peut-être l'extension hors de France de ce réseau, l'étude des mélanges, qu'a laissé espérer Éric Payassa, et je le pense avec le concours d'autres acteurs, l'examen de l'évolution des écosystèmes, de la biodiversité associée, des habitats. C'est aussi une attente. Avec l'effet accélérateur du plan de relance, la plantation, l'introduction d'espèces ou de provenance non locale interroge énormément. On le voit, je dirais, presque quotidiennement dans les médias. À travers ce bel exemple de recherche conjointe, quel que soit notre domaine professionnel, et son originalité justement en impliquant les acteurs de la recherche à la gestion, nous explorons aussi de nouvelles façons de faire et de conjuguer nos efforts. L'ONF, déjà très impliqué en tant que membre du RMT à Force dans ce dispositif à travers son département RDI, le pôle national des ressources génétiques forestières PNRGF, va renforcer son action à travers ONFN ZIS, comme l'a dit Alexis, donc renforcer son action grâce à la mobilisation des gestionnaires de terrain avec les communes forestières, avec les acteurs et les partenaires des territoires, en contribuant donc à l'installation concertée d'îlots d'avenir et à leur suivi. Plus que jamais, donc, ce projet nous montre combien nous avons besoin de travailler en partenariat. Demain, ce sera au sein d'un consortium, nous l'espérons, avec la plateforme d'échange et de partage pour poursuivre la démarche sur d'autres enjeux, valoriser l'ensemble des données collectées, consolider et mutualiser nos connaissances, partager avec les acteurs et les parties intéressées à la forêt, ouvrir la discussion, explorer d'autres approches et finalement agir et co-adapter la forêt de demain.
Merci à toutes et tous et félicitations pour ce travail remarquable. Merci infiniment Dominique de Villebonne pour ces mots qui nous vont droit au cœur, bien entendu, et à tous ceux qui travaillent à ce projet dans les laboratoires, sur le terrain, dans la forêt. Mais je laisse la parole tout de suite à Claire Hubert, directrice du CNPF. Claire, vous êtes avec nous, vous nous entendez? Oui, oui, je vous entends. Je ne sais pas si vous voyez. On vous voit très Moi, je vais aller complètement dans le même sens que Dominique. Le CNPF, au nom du CNPF, remercier effectivement tous les contributeurs, et ils sont nombreux, parce qu'on voit que c'est un projet à l'intérieur d'un autre projet et qui est un projet interorganisme, donc qui implique énormément de monde. Donc, je voudrais quand même remercier nominativement, bien sûr, Eric Payassa et Brigitte Muche, de l'Office, qui pilote ce projet, Eric Payassa du CNPF, qui ont piloté ce projet de bout en bout. Céline Perrier, qui a contribué de mémoire beaucoup à sa construction, au sein du RMT, qui est lui-même une structure qui préexistait au projet. Donc, je voudrais insister sur le rôle de ces structures d'animation préexistantes qui permettent de faire émerger des projets d'actualité, et dire que là, on a un très bel exemple de ce à quoi ça peut arriver. Alors, ça a été dit en entrée, préparer la forêt de demain au changement climatique, c'est pas un sujet qui va être entièrement traité par le projet. Ça n'est pas non plus un sujet qui va s'arrêter demain matin. On a peu de temps malgré tout pour relever le défi. Les cartes qui ont été présentées au début montrant que dans 70 ans, le chêne sicile serait parfaitement inadapté en France et par contre serait parfaitement épanoui en Norvège, m'a particulièrement frappé, même si c'est quelque chose qu'on sait. Et on sait que la racine de ce travail, c'est l'augmentation des compétences. Et l'augmentation des compétences, elle passe, ça a été souligné, par échanger, agir et construire. Qui a dit ces trois mots que j'ai notés, et c'est un travail qui est très diversifié parce qu'il faut travailler sur chaque essence pris individuellement, il faut travailler sur les interactions entre les essences. Les interactions qui ont été, ça a été souligné, sont tout à la fois génétiques et portent sur la génétique, le cortège de pathogènes, et puis on a souligné quelque chose dont j'avais peu entendu parler jusqu'à présent, la vitalité des hybrides. Donc voilà, je trouve que c'est important de se dire ça. La pollution génétique ou les échanges génétiques, elles sont liées aussi à la vitalité des hybrides, et c'est important. Un autre sujet qui a été souligné et qui me rappelle de beaucoup de souvenirs en tout cas, c'est la logistique qu'il faut déployer pour mettre en place de tels essais dans un réseau cohérent. Et il y a un travail scientifique, et ça nous a été exposé, assez profond, mais il y a aussi un travail de logistique, d'organisation, de compréhension par l'ensemble de l'écosystème des travaux qui est très important, et un travail de traduction des résultats. C'est le rôle du projet Espérance, c'est le rôle plus largement du RMT, que l'ONF et le CNPF soutiennent tout particulièrement, mais pas que. Le RMT, c'est déjà un réseau très large. Donc voilà, je voulais vraiment vous remercier tout le monde. J'ai oublié des noms dans mes remerciements, mais on verra ça après. La dynamique qui est créée là, on ne peut avoir que le constat qui a été fait par Dominique aussi, que l'opportunité de poursuivre ne se discute qu'à peine. Ne se discute qu'à peine. On ne peut pas, sur le base de ce projet qui avait été tronqué, ça a été souligné par Eric Zorin, qui a été tronqué par rapport à la conception initiale du projet, on ne peut que constater que le projet, même le projet initial proposé aurait été tronqué. Donc là, il y a besoin de poursuivre. Mais pour poursuivre, il faut l'implication des organismes qui semblent faire guère de doute, mais on a besoin d'un soutien financier. Là, je m'adresse au ministère de l'Agriculture. On ne peut pas en rester là. Il faut construire pour le suivre. On a vu qu'en plus, ça pouvait faire germer des tas de projets, puisque il a été souligné que la diversification des approches devenait nécessaire. Alors moi, je suis jamais partisane de prendre le sujet par l'Himalaya par la face nord, comme je dis souvent. L'Himalaya par la face nord, non. C'est-à-dire que là, on est sur des peuplements monospécifiques. On voit bien qu'il faudrait travailler les peuplements plurispécifiques. Il faudrait travailler en réseau européen. Il y a le réseau européen à construire. Il va falloir prioriser, comme souvent. Et l'ouverture ne fait que commencer. Mais on a besoin de soutien. La feuille de route changement climatique qui a été établie l'année dernière, c'en est l'illustration d'un projet qui émerge. Donc j'espère qu'on sera entendu sur la poursuite
Je souhaite à tous ceux qui ont participé qu'ils puissent continuer à contribuer et je les en remercie en gardant à chacun son cœur de métier. On a très bien vu dans les exposés le cœur de métier de chacun. Il y a ceux dont le cœur de métier est de faire des expérimentations pointues. Il y a ceux dont le cœur de métier c'est d'assembler. Il y a ceux dont le cœur de métier c'est de diffuser auprès des gestionnaires. Eh bien, chacun doit rester dans son cœur de métier. Et je remercie vraiment tout le monde et tout particulièrement notre animateur, hein, Stéphane Delage, et puis Camille Loudin, qu'on voit pas, mais qui est derrière et qui fait tout le boulot, et ceux qui ont aussi travaillé à la sélection des questions. Je crois qu'Éric Sevrin s'est impliqué là-dedans. Donc on voit bien, c'est un travail, chacun apporte sa pierre à l'édifice, je crois que ça a été dit aussi. Donc merci beaucoup à tous, je vous souhaite à tous un bon appétit, et puis on espère qu'on va construire un nouveau projet qui prendra le relais d'Espérance, et qui peut-être s'appellera encore Espérance, et parce qu'on a tous beaucoup d'espoir. Voilà, à bientôt.